Allô tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien. Yes. On est rendu à l'épisode 29. Oui, l'épisode 29, puis on va parler de pourquoi vos impressions 3D ratent. Ben oui, parce qu'il y a bien des raisons pourquoi c'est pas arrivé. Yes, on a différents problèmes qu'on va aborder. T'avais préparé quelques petites questions pour moi. Ben Fait oui. que on va regarder ça, puis on va répondre du mieux de nos connaissances avec ce qu'on a, notre expérience. Puis n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude. Puis on va, si vous en avez des questions, des trucs à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va nous faire plaisir. Yes! Fait que, est-ce qu'on commence ça? Yes, on commence ça. Le premier problème, ce serait quoi? Le premier problème, ben en fait, ça serait par rapport à l'adhérence du plateau. Oui, Quoi oui. à dire là-dessus? Ben, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que, comme j'ai déjà dit dans les derniers épisodes, dans les premiers aussi, la souche, la base de l'impression 3D, c'est ton plateau. Parce que c'est là-dessus que tu reposes, tu as besoin que ça colle, puis de la distance, toutes ces choses-là peuvent être beaucoup problématiques. On a un plateau mal nivelé. Fait que si ton niveau est pas égal partout, ben en fait, je l'ai déjà dit, c'est pas un niveau en réalité, c'est un tramming. Fait qu'il faut que la distance entre la buse et le plateau soit la même partout. Tu peux l'imprimer à l'envers, on s'en calisse. Il faut juste que ça soit la même distance partout. Après ça, si ta surface est sale, ça veut dire s'il y a de la poussière, des grosses, si tu as touché avec tes doigts, ça peut laisser l'huile de tes mains qui peut rester dessus, et ça peut créer beaucoup de problèmes au niveau de l'adhérence, surtout si c'est accumulé au long terme. Fait que de le laver une fois de temps en temps, c'est moi d'habitude, je suis capable d'en faire pas mal, parce que je fais attention pour pas y toucher, mais peut-être aux semaines, aux 2 semaines, tu vas faire un bon lavage avec de l'eau savonneuse, du savon à liquide de vaisselle, là, ça fait en masse, là. Non, Fait c'est que de ça. nettoyer le plateau bien comme faut, puis après ça, je remets ça sur mon imprimante. Puis après ça, je refais un petit tour avec de l'alcool isoprophilique pour être sûr que il n'y avait pas eu de poussière ou ces affaires-là dans le transfert puis ces choses-là. Fait que c'est comme ça, je passe vraiment avec un plateau qui est propre, puis je suis sûr que ça va bien adhérer dessus. Ouais, non, c'est sûr. Sinon, ben, c'est les températures inadaptées du plateau. Fait que si ton plateau est trop chaud, trop froid, il est pas allumé, trop de ventilation aussi, des fois, ça peut être des affaires comme ça. Fait que le plastique a besoin d'une certaine température pour adhérer au plateau. Donc, si t'as pas la bonne température, ben, ça collera pas. Ouais, non, c'est sûr. Ça doit dépendre aussi du matériel. C'est ça. Puis, parlant de matériel, ben, le mauvais choix de matériel. Fait que si tu choisis un mauvais type de plateau, tu prends un PEI pour certains matériaux versus un plat pour d'autres, j'y connais pas tant parce que je vais t'avouer que je joue beaucoup entre les plateaux texturés et les plateaux plats. Fait que ça, j'ai pas eu tant de problème, mais si tu vas dans les cold plates, c'est pas toutes les patterns que tu peux faire là-dessus. Si tu vas sur d'autres, en tout cas, bref, tout dépendant du type de matériel que tu utilises pour ton plateau, ça peut changer. Donc, il faut regarder ça. Je veux juste être sûr que j'ai tout passé dans mes notes, mais ouais, bien nivelé, la température du plateau, utiliser des adhésifs. Ah oui, d'utiliser un bon petit bâton à colle des fois, là, ça règle bien les problèmes. Là. Ah oui, c'est je sûr. sais qu'il y a du monde puriste qui sont comme, t'es pas supposé l'utiliser. Ouais, mais si ça marche, I don't give a shit. Tu sais, des fois, t'essaies d'imprinter, ça marche pas, tu mets une petite couche de colle à bâton, Colin, tout tient bien, là. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai abandonné le combat, là. Ouais. Ça marche, I don't give a shit. Mais pourquoi il y en a qui disent que... Ben, parce que le monde, ils disent, ben, normalement, t'es supposé imprimer puis que ça colle tout seul sur ton plateau sans que t'aies besoin de quoi que ce soit d'autre. Ouais. Mais, je dis, c'est un peu des puristes qui disent que tout doit fonctionner tel quel. Ouais. Moi, je suis comme, si t'as un problème puis que ça le règle, à un moment donné, ton résultat, il est-tu bon? Oui, il est bon. Ouais, j'avoue. Moi, je dis vraiment, c'est selon le résultat que t'obtiens. Je me disais, c'était peut-être parce qu'à long terme, ça pouvait comme scraper plus. Non, vraiment pas. Même, il y a certaines compagnies qui, si tu regardes l'AK1 ou l'AK1 Max que j'avais acheté ou les bambous, il est pas recommandé, il est écrit sur le plateau de dire mettre du bâton de colle. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver aussi, c'est l'inverse. Si ton matériel peut tellement coller sur ton plateau qu'il va pas se séparer quand il va être fini, il va arracher ta surface du plateau. Okay. Fait il faut vraiment que tu penses à l'en mettre parce que ça peut trop adhérer, genre. Ok, je comprends. Ouais. Ouais, ok, parce que sinon, quand tu t'arrives pour l'enlever, ben, ça s'enlève juste pas ou ça il s'enlève pas, c'est que tu vas essayer de le séparer, tu vas essayer, puis à un moment donné, qu'est-ce qui va lâcher, c'est pas le lien entre ta surface de plateau et ton print, mais c'est la surface de plateau qui va suivre ton print, puis qui va arracher du reste du board métallique ou de ton plateau, là. C'est sûr que mettre de la colle, ça coûte moins cher que de remplacer son plateau. Effectivement. C'est beaucoup moins chiant, puis ça prend 5 secondes sous l'eau. Je sais, moi, ça me fait chier à chaque fois, là, mais tu prends, c'est un peu collant à la fin, fait que t'arrives, tu le mets sous l'eau chaude, ça prend 5 secondes, c'est fait, mais bon, ça me fait un peu chier de le faire, mais bon, gars, ça marche. Quand ça marche, ça marche. Oui, c'est ça, qui marche. Ben oui. Si on parle d'élaminage et de déformation. T'en as skippé un, mais alors. Ah oui?
Ah oui, le Eh premier ben en haut. oui, gardons ça. Problème de bouchage de la buse. Yes! Et en plus, c'est toi qui as préparé les questions. Non, pas vrai, c'est moi. On a dit, c'est la face cachée de tout, hein. Ouais, non, Mais c'est ça. les problèmes de buse, ça peut être relié à beaucoup de choses. Première chose, c'est ton filament, la qualité de ton filament. Tu peux acheter un petit filament à genre 15$ la bobine sur Amazon, mais ça se peut que ce soit de la maudite grosse marde, et qu'il soit pas un diamètre constant, qu'il y ait des particules de métal dedans, qu'il y ait d'autres affaires dedans qui ne pas l'affaire. La qualité de ton filament, c'est la première chose qu'il faut que tu regardes. Ça peut boucher pour rien. Mais ça, on a eu pogné des badges de flamands qui étaient pas géniales. J'avais commandé à un moment donné, puis il cassait tout seul. Puis j'avais de la misère à imprimer avec. Fait qu'à un moment donné, il me restait comme peut-être un 100, 150 grammes, je l'ai juste jeté. Non, c'est ça, mais ça, on Ben, j'ai mis au recyclage, là, mais. Même visuellement, genre. Ah non, il y avait une drôle de texture, il était de la misère à imprimer. Puis même sec, aussitôt que tu le pliais un peu trop, il cassait à rien. Genre comme un spy. Donc, c'était quasiment un spike séché. Fait que pour vrai, c'était pas le fun. Là. Okay. Ta température d'extrusion peut être trop basse. Ce qui va arriver, c'est que ton filament qui va commencer à se ramollir, il va aller dans ta buse, mais il sera pas assez chaud. Donc, ça se peut qu'il y ait encore une motte de plastique qui n'est pas ramollie. Ça veut dire que ça va venir boucher parce qu'on est vraiment dans des très, très petits embouts. Encore. C'est ça va rester là. Encore plus si t'es en 0.2. 0.2, t'as encore moins d'espace accès. Faut vraiment que tu aies une bonne température bien calibrée. De faire des tours de température pour vérifier que t'es lequel qui fonctionne, tout le kit. Ça va aider. Okay. Sinon, comme je dis, s'il y a des résidus dans la buse, ça peut être autant, oui, par le matériel, mais ça peut être que quand tu l'enlèves, il y a de la poussière qui tombe dedans. Quand tu insères un nouveau matériel, ton matériel, ça se peut qu'il ait touché à autre chose. T'sais. On met tout le temps dans la bobine, tu mets tout le temps ton filament sur le côté pour pas qu'il déroule. Ça se peut qu'à force de le traîner par-ci, par-là, il ait ramassé autre chose sur le bout, que ton bout de fil ait touché dans le fond de ton tiroir, puis que finalement, il y avait de la poussière, des affaires de même, puis là, ben, tu le mets dans ta machine. Fait que là, tu l'insères dans la machine, ça qu'à force, ça peut avoir des particules de poussière, de matériel, ça prend vraiment pas grand-chose pour que ça vienne boucher, parce qu'on joue dans le très petit. Puis c'est quoi les signes qui peuvent nous dire que, genre, c'est peut-être la buse qui bouche? Le première affaire que quand je commence à me demander si la buse est bouchée, c'est quand tu la fais extruder. Si tu mets ta buse assez haute, et tu fais juste soit pousser manuellement tout dépendant de ta printeuse ou dire à ta printeuse d'extruder du filament, mais tu regardes le filament qui va sortir de la buse. S'il descend majoritairement en ligne droite, tu sais, souvent il va y avoir un petit curve ou une petite forme à cause du ventilateur sur le côté. Mais si tu le regardes puis il descend, pas de problème. Si tout ce qu'il fait, c'est qu'il va tout le temps être en train de remonter avant de descendre, il remonte, puis c'est ça qui va faire que... Voyons, il est tombé débile! Non! T'as pas l'affaire là, toi. Salut, Minou. S'il remonte non-stop, ben c'est parce qu'il y a une particule dedans, puis dans le fond, ta buse, à la place de 0.4, elle est peut-être rendue 0.3 quart, qui fait que ça remonte. Il va y avoir une curve dedans. Fait que tu fais juste extruder, puis tu regardes, est-ce que majoritairement, en ignorant le fan, il descend en ligne droite, ou est-ce que tu regardes, il est tout le temps en train de vouloir remonter sur ta buse? Ouais. C'est vraiment les premiers signes. OK. Salut. On a de la visite, les amis. On a Tilou qui s'en va. Tilou, bientôt 4 ans, petit. Ouais, il va se sauver. Bye. Bye. Tilou, tu voulais pas poser la prochaine question? Non, il va aller derrière là. Oui, là, on était rendu à ce que j'avais déjà dit. Délaminage et déformation, le warping. Ouais, le warping, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est quand c'est un peu relié au plateau, mais c'est pas que tout ton plateau va décoller. C'est vraiment que souvent, c'est les coins qui vont venir relever. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que quand tu déposes ton matériel, il est chaud. Puis, une fois qu'il est chaud, qu'il est déposé, ben, il commence à refroidir. C'est pour ça qu'on a des fans de ses côtés pour qu'il refroidisse, pour qu'il reste à sa place. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a certains matériaux qui vont refroidir tellement vite ou qui ont une grande force de rétraction. Ils vont comme, à place d'expand, ils vont disexpand, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi le mot, là, mais il va comme tirer sur lui-même. Fait qu'à place un peu comme, mettons, de l'eau, quand ça bouille, les particules deviennent plus agitées, deviennent plus espacées, quand il gèle, ben, il se rapproche. Un peu la même affaire, c'est que quand ils vont refroidir, c'est que les particules de plastique vont avoir tendance à tirer. Ce que ça fait, c'est que ça se peut que sur les coins qui ont moins de surface d'adhésion, parce que si t'es en plein milieu d'une surface, ben, il s'en fout, là, tu touches partout, parfait. Mais les coins, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est juste une partie. Le coin, c'est facile de dire, il tire, puis il va relever. Non, c'est ça. C'est ça qu'on appelle du warping, c'est qu'il va décoller, puis ça va faire que les coins vont être relevés. Ton print va probablement finir au complet. Au cours du temps, il va finir. Mais ce qui arrive, c'est que les coins sont levés, ça fait pas un beau résultat, puis même que ça peut scraper un print au complet. Non, c'est ça. Un peu quand tu essayes de mettre, je sais pas l'exemple, mettons
un autocollant, genre, puis des fois, à force d'avoir de la poussière, tout est... Ouais, puis là, ils deviennent sales, puis là, les Ça, coins, c'est ils vraiment pas relèvent. pareil, là, mais c'est genre pour mettre une image. Mais ouais, fait que tu sais, ce qui peut en gros causer ça, c'est vraiment un refroidissement trop vite. Fait que c'est avec ton side fan, la fan qui est directement sur la buse. Si c'est trop fort pour ton filament, la matière que tu utilises, ça se peut que ça cause ça. Sinon, la température du plateau est trop chaude. Elle va être inadaptée, ce qui fait que justement, ou même trop froide en fait, ça va pas garder la chaleur ou ça va produire trop de chaleur qui fait qu'il va rester mou, puis après ça, il va écraser ou tu sais, il va mal adhérer. Okay. Sinon, matériaux inadaptés. C'est pas le bon matériel. Ça, probablement que je l'ai écrit dans tout, mais c'est que si t'as pas le bon matériau pour ce que tu essaies de faire, les paramètres que tu essaies de faire, toutes ces affaires-là, c'est sûr que ça marchera pas. Fait que c'est d'utiliser un plateau chauffant, d'imprimer dans un environnement stable, c'est que de pas avoir de variante de température. Tu sais, PLA, c'est très permissible, mais si on rentre dans l'ABS, ces affaires-là, l'ABS, pour vrai, ça tire très beaucoup. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils disent d'avoir un enclosure, pour pas avoir de vent sur les côtés. Parce qu'aussitôt que tu lui mets un petit courant d'air, ben lui, il décolle puis il capote sa vie. Puis c'est ça. Fait que c'est d'avoir un enclosure, ce que ça va faire, c'est que la température ambiante va rester dans une stable, à la même température, qui fait que ça l'aide à éviter que ça refroidisse trop vite. Ok, je comprends. Puis sinon, c'est ça. Non, ça va être ça, un enclosure. Sur cuisson. Oui. J'imagine juste genre comme il y a un biscuit genre qui Ouais. fait là, genre t'as oublié puis c'est comme. Mais fais juste penser au goudron qui va couler ses mains. Ouais. C'est ça la surpuissance. Surchauffe et surcuisson. Ouais. T'as pas l'air ça de comprendre, là. Ouais, mais, surchauffe, c'est un peu. La température trop élevée ou un refroidissement trop bas peut vraiment entraîner une surchauffe du filament qui provoque la déformation des bavures ou même des détails flous. Fait que prends juste par exemple, si tu prends un pistolet à colle chaude, essaie de faire une sculpture avec ça. Le pistolet à colle chaude, la colle chaude va juste couler. Peu importe ce que tu vas faire, ça il prend tellement longtemps à refroidir pis tout. Et que si tu essaies de faire une ligne, ben, elle va s'étendre. C'est un peu tout ça qu'on parle. Si ta température est trop élevée, c'est justement ça, c'est que le filament, il va pas être, il risque de commencer à transformer ou à brûler. Ouais, qui fait que c'est pas bon. Ça sent le Moses. Puis là, il y a certains, parce qu'il y a une différence entre le chauffer pour le ramollir, commencer à le cuire. Ouais. C'est pas les mêmes genres de gaz, puis pas les mêmes genres de réactions chimiques qui se passent. Non, c'est sûr. La majorité des filaments sont safe à juste faire réchauffer puis pour les faire ramollir. Mais les faire cuire, c'est une toute autre gamme de gaz à laquelle tu t'exposes. Non, c'est sûr, là, tu veux pas que ça arrive. Ouais, tu essaies de l'éviter le plus possible. Ouais. Sinon, tout ce qui est dans les vitesses trop rapides, parce que, comme que je t'expliquais déjà, quand tu essaies d'imprimer rapidement, le filament va rapidement passer entre la zone froide, la zone chaude de la buse, puis la sortir. Ce qui fait qu'il y a moins de temps pour accumuler la chaleur. Fait que souvent, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est que tu vas augmenter la chaleur de la buse, qui fait que, ça se peut que ton filament, à un moment donné, ça soit trop pour lui. Ouais. Il va passer de trop froid à trop chaud rapidement, il sera pas capable. C'est pour ça qu'il y a certaines tailles d'extrusion qui ont des all metal, qui vont plus loin, parce que le filament passe plus longtemps dans une zone chaude, donc il y a plus de temps d'accumuler, même si tu imprimes rapidement. Plus de temps d'accumuler de la chaleur, même si tu l'imprimes rapidement. Un peu comme le corps humain, c'est pas bon pour le corps, mettons, de passer dans un état que c'est trop chaud à très froid. Ouais, c'est ça. One shot, vu que ça peut faire des chocs. Puis l'autre chose qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est tout ce qui est la ventilation, parce que il y a la température de la buse, mais il y a une différence entre avoir une température à 200 degrés avec fan ou sans fan. Si tu as un fan, ça se peut que ton filament, oui, ok, il pogne 200, mais après ça, hop, il redescend, il est peut-être déjà rendu à 150. Versus, il est à 200, puis il n'y a pas de fan, il va peut-être rester à 200 plus longtemps, donc il pourrait bouiller. Si je dis 200, je dis un chiffre aléatoire, là. Mettons 300, là. S'il passe à 300 trop longtemps, il va cramer, là. Ouais, non, c'est ça. Mais normalement, tu vas le savoir assez vite. Normalement, la première chose à faire, c'est toujours de regarder les conseils de la compagnie sur ton rouleau. Quand tu achètes un rouleau, il dit tout le temps entre temps et temps, entre 190 et 220, entre 240 et 260. Faut que tu regardes c'est quoi qu'ils te disent. C'est les autres qui l'ont fait. Ils ont fait des tests, ils ont fait des affaires. Normalement, ils savent de quoi te faire. C'est sûr. En même temps, ça évite les contaminations, les problèmes, les bris d'imprimante. Juste, comme tu as dit, là, quand tu t'es brûlé avec. Ouais, la V400, ce qui est arrivé avec, c'est que, sans que je le sache, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une boule de plastique. Et le filament est rentré en dessous du silicone. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, moi, quand j'ai vu la boule, j'ai enlevé tout ça, puis j'avais pas nécessairement... Parce que la boule, quand je l'ai pris, elle était quand même juste un peu sur le bout. Elle était pas si grosse que ça. J'ai quand même été capable de l'enlever, de passer un petit coup de brosse dessus, puis ça a été clean.
Avec le temps, à force de chauffer, de refroidir, pendant longtemps, pendant un train de refroidir, ben, le filament qui était pris entre le silicone et la tête chauffante a commencé à goudronner. Il s'est transformé tranquillement en une espèce de liquide goudronneux, comme de la mélasse quasiment. Puis à un moment donné, ben, il a commencé à vouloir couler sur la tête, puis j'ai fait, hey, c'est quoi ça? Je l'ai comme enlevé, je me suis dit, bon, je l'ai nettoyé, c'était une cochonnerie, puis c'est revenu. À un moment donné, je vais enlever le silicone. Ah oui, c'est ça. Puis Puis là, ben, j'ai enlevé la vis, j'ai pogné les pinces, j'ai enlevé ça, mais le silicone, quand tu le déformes, il prend sa forme. Fait que quand il a relevé pour prendre sa forme une fois que je l'ai débarqué, ben, toute la tête, je ne savais pas, était remplie de cette espèce de plastique goudronné-là, puis ça m'est tout envolé sur les mains puis sur le bras. Ça a été très, très chaud. Oui, je sais, je me rappelle. Fait que là, c'est à force de regarder, puis de faire des tests, puis de réaliser, puis de me rappeler ce qui est arrivé, ben, c'est là que j'ai réalisé que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pas nécessairement juste qu'elle soit trop chaude ou ces affaires-là, mais c'est aussi à l'exposition. Si tu le mets dans ton filament pour qu'il soit chaud hyper longtemps, à un moment donné, il est pas fait pour avoir cette chaleur-là longtemps. Non, il est fait pour pogner de la chaleur, ramollir, après ça, tu vas refroidir. Faire attention à ça. Fait que c'est, rester sûr d'avoir des bonnes températures, réduire les vitesses. C'est quand on parle de trop vite, évidemment, là, on dit de ralentir. Que tous tes ventilateurs fonctionnent, puis tu aussi de calibrer ton imprimante. C'est vraiment calibrer ton imprimante, calibrer ton filament, c'est vraiment les premières choses que tu pourrais faire. Je sais que c'est plate, je sais qu'il n'y a rien de glorieux puis d'incroyable à faire ça. On veut rapidement passer à imprimer quelque chose. Mais si tu veux réussir à pas scraper ta machine pour quelques défauts passés, pourrait réparer une imprimante peut rapidement devenir plus cher que de l'acheter une nouvelle. Malheureusement, c'est juste que un board c'est 50$. Mettons avec mon N23, là, mon board c'était 50$, puis après ça j'ai rajouté un CR Touch, un autre 50-60, fait qu'on on est rendu à 110. Après ça, ben j'ai déplacé la tête, j'ai pris un kit pour ça, fait que ça m'a coûté un autre 50$. Tu sais, c'est pas long là. L'N3 qui t'a coûté quoi, 300$? 300$. Fait que c'est juste ces trois updates-là, ben j'étais rendu à quasiment le double. Ben la moitié du prix. Faut faire attention à notre machine, faut prendre le soin, puis si tu veux qu'elle imprime bien et de bonne qualité, prends soin, fais attention, calibre-la. Non, ça c'est sûr. Oui, on va passer aux erreurs de conception. Oui, parce que c'est bien d'imprimer des pièces, mais tu sais, quand l'imprimante elle marche, pas de problème, mais à un moment donné, c'est peut-être ton modèle qui a un problème. C'est que s'il y a beaucoup d'overhang, s'il y a une toute petite surface qui touche au plateau, si tu mets pas assez de structure, ça peut vraiment causer des problèmes. Fait que si on a je dis des overhangs, mais ça, des surplombs, des parties qui devraient être supportées mais qui ne le sont pas, ça peut vraiment causer des problèmes d'impression. En fait, ça peut vraiment, parce que le monde, il réalise pas des fois, mais juste le fait, mettons, tu as une surface qui est vraiment parallèle au sol, mais dans les airs, tu mets pas de support, mais ce morceau-là, de plastique va couler dans le vide, va venir s'attacher ailleurs. Parce que, mettons, qu'il fait des lignes comme ça, là, de gauche à droite pour remplir, mettons, un rectangle complet. Et chacun de ces morceaux-là va venir se coller sur l'autre morceau à gauche. Puis après ça, ben, il va continuer, il va monter en haut. Puis là, fait que ces bouts de fils-là qui sont pas où ils sont supposés être parce qu'ils n'ont pas de support, peuvent soit se ramasser sur le modèle ou se ramasser sur la buse. Parce que plus que c'est long, plus qu'évidemment, ça fait une mode qu'il est comme du m'en va nulle part. Puis si tu les mets sur, si après ça, lui, si mettons t'es chanceux puis qu'il va pas sur ta buse puis qu'il va sur le print à place, ben, ça se peut qu'à un moment donné, ça remonte puis ça finisse par déformer une partie parce qu'il va y avoir un surplus de plastique ou qui est pas supposé en avoir. Puis ça va peut-être même venir coller sur la buse plus loin puis finalement commencer à faire une boule avec ce que tu as déjà accumulé. Tu sais, il faut vraiment faire attention. Moi, je le dis tout le temps, si tu es capable d'éviter les supports, évite-les. Mais si tu n'as pas le choix, il faut que tu en mettes. Non, ben ça peut pas flotter dans le vide. Ça peut pas flotter. Et il y a certains types d'impression que tu peux faire comme la SLS, qui a tout le temps de la poudre qui est en dessous. Donc, tu rajoutes une couche de poudre au complet. Donc, tu as tout le temps du support. Tu n'as pas besoin de mettre de support. Ça, c'est génial pour ça. Il y a même des imprimantes dans le gel, puis des affaires de même, mais l'impression 3D traditionnelle que nous, on a, c'est-à-dire la FDM puis la résine, mais non, on a besoin de support. T'as pas le choix. Non. Si tu essaies de faire des détails qui sont trop petits pour la qualité de l'imprimante que tu as, ben pas la qualité, mais je veux dire la résolution. C'est-à-dire si tu essaies d'imprimer vraiment des micro-détails, mais tu as une 0.4 ou même une 0.6, non, ça marche pas. Fait que si tes détails sont trop petits pour la buse que tu utilises, pour la qualité de l'imprimante aussi, il y a certaines affaires que je n'étais pas capable de faire avec la V4. Pourquoi? Parce que c'est des détails trop précis. La V400 était plus, c'est comme généraliste pour faire c'est comme des bus ou des grosses pièces. Tu sais, c'est pas toutes les imprimantes qui font les mêmes choses. Mais il me semble il n'existe pas des bus à 0.1 aussi. Oui. J'en ai jamais eu, mais on a parlé à quelqu'un qui faisait des prints. C'est comme de la résine, mais avec du filament. Pour vrai, le gars, il était patient. Il a imprimé en 0.1,
non seulement ça, mais en plus avec une Ender 3, que pas mal dans les premières, c'était peut-être pas la première, mais c'était dans les plus de base. Ouais. Et c'était des prints qui prenaient des fois les 48 heures pour une petite figurine. Là. Le gars, il est patient, là. Mais Ouais. oui, ça se fait. Je veux dire, ça, autant que ça se fait des 1 mm, des 1.5, si tu veux, tes trous, et tu calibres ton imprimante en conséquence. C'est sûr que, à un moment donné, plus que tu imprimes gros diamètre de buse, plus qu'il faut que tu files de la matière en même temps, puis à un moment donné, tu as une certaine limite avec la puissance à laquelle ta tête va chauffer. Ouais, non, je sais pas. Parce qu'on revient au même problème de tantôt. Si tu pousses trop vite, trop de matière, ben là, ça marche pas trop. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, si tu veux printer plus gros, ben, il faut que tu changes de printers ou tu changes, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau filer vite, mais à un moment donné, tu as une limite. Ouais. Fait que ce qui peut arriver à un moment donné, c'est que tu peux monter au 2.85 de filament. Nous autres, on a toujours eu du 1.75, c'est pas mal standard, mais tu as du 1.85 qui est un diamètre plus gros pour ton filament, qui permet de pousser plus de matière en même temps. OK. Ça, c'est une autre option aussi, si tu veux aller plus gros. Là. Ouais, ben, dépendamment de la type de pièce que tu veux. Ouais. Puis sinon, ben, faut faire attention parce que des fois, les fichiers STL en tant que tels peuvent avoir des problèmes. Ouais. Fait que c'est... Oui, mais c'est parce que des fois, c'est pas toujours évident. Non. Tu sais, des fois, il peut y avoir une corruption ou des affaires de même. Ouais. Puis quand tu le mets dans ton slasher, il a l'air correct. Tu sais, on fait tout la même chose. On est tout capable de ça, de prendre un fichier puis de le mettre dedans, faire oh, bon, ça a l'air de voir printer correct. Tu regardes même pas le preview, tu l'imprimes. Ça m'est arrivé tellement de fois. De faire ça puis faire ah ben fuck, j'avais pas de support. Ou ah ben zut, il était pas orienté de la bonne façon. Ou ah, j'ai oublié d'enlever un pause. Fait que là, mon print il arrêtait après 5 minutes puis c'est un 24 heures, puis là, ça fait 24 heures. C'est... Ouais, puis t'arrives puis t'es comme oh, il a arrêté. Puis ben, il y a pas de pause. C'est comme ça. Il n'y a peut-être pas de conditions qu'il avait demandé. Ouais. C'est ben ça. Oui, ben c'est ça. Ça a été pas réagir. Faut vraiment regarder ces fichiers, porter attention, de vérifier. C'est vraiment regarder, parce que ça se peut que dans ton setting de base, tout a l'air bien, mais quand tu regardes ton slice puis tu regardes comment il est découpé, tu peux voir beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître. Tu peux voir des formes fantômes qui sont dedans, tu peux avoir des morceaux qui sont juste pas là, des morceaux qui s'ajoutent, que t'aurais pas, qu'ils seront pas supposés. Faut faire attention. Des formes fantômes, des morceaux qui s'ajoutent. Ben, c'est que, mettons que tu as un cylindre, ben, ça se peut que tu aies des morceaux autour la printeuse, elle pense mettre un point là ou une ligne là, mais qui est pas supposé parce qu'il est pas dans ton fichier de base, mais c'est peut-être parce que il y a un vertex ou une ligne de programmée dedans, mais que ça fait pas une forme, fait que le slasher, pour une raison quelconque, a décidé de la faire. Puis sinon, ben, tu peux, à l'inverse, c'est que tu peux avoir un morceau complet, une partie, qui est juste plus là, qui est pas slicé. Okay. Fait que c'est dans ton cylindre, tu pourrais avoir un cube qui est enlevé, mais t'es comme, ben voyons, je regarde mon fichier, c'est un cylindre, puis je regarde là, il ne peut pas le faire, il fait comme un trou dedans. Fait que tu sais, des affaires de même, c'est des bugs, parce que ça se peut que ta face de ton cylindre, une partie soit à l'envers, c'est que l'extérieur soit à l'intérieur, mettons. Fait que c'est, nous autres, on le voit normal, mais quand le logiciel, lui, est pas capable de le voir et de le gérer, des fois, il va le corriger, des fois non, des fois, il va te le dire, des fois, il te le dira pas, des trucs de même. Là. Okay. C'est une autre affaire aussi, c'est qu'il faut que ton fichier, mettons, faut que ta surface soit pleine. Fait que, il faut pas que tu aies de trous dedans. Dans le sens que si tu prends, mettons, une ballonne, puis tu veux gonfler ta ballonne, il faut pas qu'il y ait de trous dedans. Ouais. C'est le même principe pour l'impression 3D, c'est qu'il faut que, c'est ce qu'il appelle du watertight. Il faut, non, c'est du watertight? Non, c'est autre chose. Ah, j'ai un blanc sur le mot. En tout cas, il y a un mot pour ça. Mais c'est que si mettons, tu fais une sphère, puis justement, il y a une partie de la face qui manque, mais c'est pas un objet de 3D, c'est une surface. Okay. Parce qu'un objet 3D va vraiment avoir une partie fermée au complet. Okay, ouais. Comme mettons, si on prend ta tasse qui est à côté de toi, oui, tu vas me dire, oui, mais il y a un trou dedans. Oui, mais c'est parce que dans l'intérieur, c'est la surface, elle fait le contour à l'extérieur. Elle retourne vers l'intérieur pour faire le fond. Ouais, elle a comme pas un trou, genre, en plein. C'est ça. Mais il pourrait avoir le trou à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que c'est comme si, mettons, il manquerait une chip sur l'extérieur. Là. Fait que si on se rend à l'intérieur du print. Une balle de la morceau. C'est ça, mais c'est que, mettons, si on prend, mettons, juste un petit rectangle mince, c'est que il y a une surface à droite qui pourrait avoir un trou, mais il n'aura pas à gauche nécessairement. Il faut, même si tu as les deux trous au même plan, il faut que ça soit relié entre les deux. Faut que ça fasse vraiment un cylindre comme il a été enlevé. C'est un peu dur à expliquer sans exemple, là, mais c'est ça, c'est faut vraiment que tu fasses comme si tu l'enrobais avec du papier partout. Mais ton papier, il y avait un trou à quelque part, fait que tu fais rentrer dedans. Ouais, ok, ouais. Il faut pas que tu voyes en dedans, parce que sinon, c'est ça, c'est que ça devient juste une surface qu'on appelle, et non un solide. Faut vraiment faire un solide. Ok. Fait que un bon exemple, c'est, mettons, tu prends un cube, t'as les 6 côtés, mais sur un seul des côtés, dans ton cube, t'as juste un trou. Ouais. Mais tu l'as pas ailleurs. Fait que ça fait que théoriquement, tu peux voir l'intérieur, puis voir tout l'intérieur de la surface du cube. Fait que c'est juste une mince, infiniment mince paroi, tout le contour. C'est facilement visible, ces trous-là, ou c'est genre Oui.
Ton trou, il peut être gros de même sur ton modèle, il ben peut être là, gros de ouais. même entre deux vertex, tandis que tu as 15 millions de vertex. Ouais. Ça varie beaucoup. Fait que c'est pour ça, des fois, que de regarder qu'est-ce que ton slasher il dit. Il y a beaucoup de slashers maintenant qui les détectent, là, qui disent, hey, ton fichier pas watertight. Moi, ben, le bon mot, là, il m'en revient vraiment pas, là. Mais, par rapport avec l'eau, là, je sais pas pourquoi, là. Mais, Moi aussi, je me disais, j'étais comme. ouais, mais il m'en revient pas le mot du mot. Mais c'est ça, c'est qu'il va te dire, yo, il y a un problème. Puis là, une fois sur deux, tu vas se lasser, tu vas regarder, tu vas faire, ok, le problème était là, il a fait la paroi comme fausse, correct, t'sais. Des fois, tu vas regarder, tu vas faire, non, là, il me fait un trou, non, ou là, ça marche pas, ou il fait un truc bizarre, là. C'est tout ça. Ah, ben, c'est D'autres questions là-dessus? Non. Non? Ça répond vraiment à mes questions. Ben, tant mieux. Oui, ben là, on va passer à de filaments à résine. Yes, fait que tu veux savoir un peu plus au sujet de la résine? Ouais, c'est quoi les problèmes et tout ça? J'en ai une autre. Bye bye. Au niveau de la résine, ce qui est particulier, c'est évidemment on imprime à l'envers, puis on imprime dans du liquide. Fait que la première chose qui est vraiment, vraiment importante, encore une fois, on a déjà parlé pour le filament, mais c'est l'adhésion du plateau. Mais là, encore plus, parce que non seulement tu es à l'envers, fait que ton plateau est dans les airs à l'envers, puis ton print est en dessous. Fait que tu as l'effet de la gravité. Mais en plus, avec la résine, ce qui arrive, c'est que tu vas rapprocher ton plateau dans le bac de résine, proche de la surface qui est en dessous. Là. On appelle le film FEP. Pas l'écran. Tu as l'écran, le FEP, la résine. Ok, le truc qui est par dessus. Ben, c'est ça, c'est parce que tu as ton bac, puis le FEP est transparent et élastique, qui permet justement de laisser passer la lumière pour curer ta résine, sans seulement que tu mettes ta résine sur ton écran. Ouais, non, c'est ça, ça serait scrap, c'est fini. Mais c'est parce qu'il arrive après ça, c'est que la résine qui a curé là, elle a collé en même temps sur ton plateau, mais aussi sur le FEP. Fait que quand le plateau il retire, ben ça donne une grosse force de traction entre les deux parce qu'il va tirer droit. Qui fait que ça peut arracher dans le fond. Je n'ai jamais vraiment vu un arrachage de FEP, mais c'est plus qu'il va coller au FEP plus qu'au plateau. Ouais. Fait que le print, il va lever, le bed va lever, mais là, après ça, tu vas entendre, il va soit coller sur le plateau ou décoller du FEP, ou coller sur le FEP, puis coller sur le plateau. Ouais, ben, quand on est dans la chambre ou ces affaires-là, puis qu'on entend une fois régulièrement, on entend faire ouais. Parce que c'est la surface qui est collée sur le FEP. Le FEP, il déforme un peu. À un moment donné, il atteint sa limite. Puis là, le print décolle, puis ça se replace. Ah, c'est ça, je me rappelais à un moment donné que, genre, quand j'avais au début, là, que je savais encore moins, que je savais presque rien, en fait. Ouais. Que justement, j'entendais ce bruit-là, genre, pendant la nuit. Ah oui, tu capotais tout le temps. What the fuck is going on, genre? Je me disais, il y a de quoi, il y a un bruit qui se fait. Ah oui, c'est la résine. Mais non, mais tu sais, quand tu sais pas, t'as tout le temps l'impression que c'est comme une urgence nationale, puis que c'est comme en train d'exploser, j'exagère. Oh, ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, il y a ça qu'il faut prendre attention, c'est de bien avoir une bonne adhérence. Que moi, je vais faire une fois de temps en temps, c'est prendre un petit papier sablé fin, genre un 600, puis doucement mettre le papier sablé, puis doucement frotter le plateau dessus pour lui faire des petites rainures qui paraîtront pas nécessairement sur le print, mais qui vont aider à l'adhésion sur le plateau. Parce que un des défauts, c'est que si c'est trop lisse, ben il y a comme moins de matière à accrocher dessus. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je connais ça. Ouais, ben c'est pour ça que mon plateau est tout scratché. C'est volontaire. Ben, à moitié volontaire, puis à moitié c'est à cause de quand je vais avec ma spatule pour essayer de décoller. Il y en a qui avaient vraiment très bien. Non. L'écran. Ouais, non. Ça, là, c'est parce que je me suis trompé, je pensais qu'il y avait un protecteur, puis j'ai pas arraché la bonne chose. Arrachez pas vos fils d'écran. Les protecteurs, ils s'enlèvent très facilement de forcer dessus. Si tes supports sont trop fins ou sont mal positionnés, ça peut vraiment faire planter un print. Parce que, avec l'impression résine, tant qu'à moi, dans mon livre à moi, t'as pas le choix, t'as besoin de tout support. Parce que même si tu pourrais l'imprimer collé sur ton plateau, mais juste essayer de l'enlever pourrait scraper ton print. Parce que tu vas peut-être casser ou tu vas peut-être arracher une partie, il va peut-être être trop collé sur ton plateau. La résine aussi, c'est fragile. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu utilises. Mais de façon générale, c'est que s'il est collé sur ton plateau, puis là, toi, t'es là à essayer de l'arracher, ben, ça se peut qu'il y ait juste une partie qui décolle, fait que ton print, il casse en deux ou whatever. Moi, tant qu'à moi, t'as toujours besoin d'un support, même de support, pour justement le décoller du plateau, puis que ça soit un espèce de rafle sacrificiel avec quelques supports, c'est ça qui va scraper et non ton print. Qui va assurer aussi qu'il va bien faire. Mais il faut faire attention aussi pour avoir toutes les petites islands qu'ils appellent, toutes les petites surfaces qui, justement, au contraire du filament, c'est que si tu as une partie, tu peux avoir pas mal les angles que tu veux,
mais il faut pas que tu aies une partie qui commence tout seul dans un point random. Ok. Fait que si, mettons, on prend un V, puis je l'imprime un V, c'est pas un bon exemple. Mettons un genre de T. Fait que si t'as la base du T collée sur ton plateau, mais que mettons que ton T est fancy puis il y a des petites pointes vers le bas, là, et les petites pointes, ils vont commencer à imprimer tout seul. Ils sont pas reliés à la base du T. Ok, ouais. Ce qui fait que, ben, si tu mets pas de support là, ben, il va se solidifier, parfait, mais il va pas être collé sur le plateau, c'est un bout qui imprime. Fait qu'il va juste se mettre à flotter dans ton bac. Puis après ça, il va redescendre, il va refaire la suite, il va remettre à flotter dans ton bac. Fait que les supports vont aussi venir chercher toutes ces islands-là pour les tenir à leur place où ils sont supposés. Pour qu'après ça, à un moment donné, ça prenne, puis que ça vienne rejoindre la base ou le reste de l'impression. Fait que souvent, on a ce problème-là avec des ailes de figurines, tout ce qui est un peu des points traits tout seul. À un moment donné, ça arrive que tu as des morceaux qui partent d'un point dans un seul, là, ou le coude d'un personnage, si tu regardes un personnage qui est debout, puis qu'il y a les bras levés, ben le coude va imprimer dans le vide. Le bout du coude va commencer à imprimer dans le vide. Ou s'il y a les doigts courbés, ben le doigt ici va commencer à imprimer tout seul dans le vide avant de venir ici avoir une base qui va toutes les attacher. Fait que t'as pas le choix d'avoir des supports, mais s'ils sont mal placés, ben, certains de ces islands-là vont pas être supportés, donc vont flotter, puis tu vas juste pas avoir de coude ou jusqu'à temps que tu arrives attaché au reste. Ou s'ils sont trop fins, ben ça se peut qu'ils soient trop wobbly. De toute façon, ils pensent pas des fois, mais si ton support est vraiment, vraiment long et qui est très, très fin, très, très mince, ben il va pas être solide, il va bouger, il va plier, tu sais, fait qu'il va pas tenir ton morceau. Il faut quand même qu'il y ait un bon tonus, mais qu'il y ait un petit contact, mais assez, en tout cas, il faut vraiment taponner là-dessus, mais ça vaut la peine d'investir le petit 5 cents de plus en support. Parce que pour elle, on a tendance à faire ça, de dire, oh mon Dieu, je veux économiser de la résine, nanana. Mais tes supports, au final, ils vont peut-être pogner 5 cents. Puis au final, si ton print il plante, ben c'est peut-être place une bouteille au complet que tu vas remplacer. À cause, t'auras pas voulu mettre 2-3 supports sur le coude de ton personnage, parce que tu voulais pas y sabler ou tu voulais pas. Ça a l'air vraiment chiant, les supports. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est pas les enlever. C'est les maudits restants qui restent dessus. C'est pas enlever que je veux dire, mais c'est les petits points là, qui restent. Les points qui restent dessus. Ce qui est encore plus chiant, c'est quand c'est pas des points, mais des creux. Parce que là, tu peux pas sabler jusqu'à temps que tu arrives au creux parce que tu vas sabler ton personnage au complet. Fait que c'est vraiment un truc particulier à réussir à calibrer. Même moi, j'ai encore un peu de difficulté. Je suis encore en train de peaufiner ça. Parce que ça change d'une résine à l'autre encore une fois. Ça change d'une imprimante à l'autre. Ça peut être bien de la job. Mais d'avoir, c'est comme un support avec une bonne base qui tient bien, mais la pointe quand même petite, mais qui va être fiable, qui vont pas être trop wobbly. T'as pas besoin d'en mettre 150 000 non plus. Puis après ça, c'est des mettre aux bonnes places pour que ça paraisse le moins aussi. Parce qu'il y a pas juste la question d'avoir le support en tant que tel, mais où tu le mets. Si tu le mets sur une surface plane, il va apparaître. Non. Si tu mets ça sur un petit coin d'une écaille, ça se peut que ta petite base apparaisse pas pendant tout, là. Elle va peut-être être là pareil, ou ça va peut-être même se séparer plus facilement, ou, en tout cas, c'est vraiment les placements qui peuvent aider aussi, là. OK. Le temps d'exposition, c'est l'équivalent un peu de ta vitesse ou de ta température de ta buse. Peut-être plus ta température de buse. C'est que la résine va pas se faire chauffer pour ramollir, pour se solidifier. C'est que il va être bombardé d'UV à un endroit précis pendant un temps précis. Puis c'est ce temps-là qui va dire si la résine va se solidifier plus ou moins. Puis t'as besoin, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas il est pas complètement curé une fois qu'il est fini d'imprimer. Parce qu'évidemment, il reste plein de résine liquide autour, mais ça sert à rien de le curer à 100% parce que si tu surexposes ta résine, mais c'est la résine autour qui va commencer à solidifier avec. Donc, tu vas perdre la qualité, tu vas perdre des détails, ça va faire plus du gros smog. Puis si c'est sous-exposé, si t'as pas assez, ben ça va probablement pas assez bien coller, donc tu vas te coller dans le fond de ton fait. Puis c'est ça. Puis ça se peut que ça casse ou des trucs de même. Fait qu'il faut tout un bon temps d'exposition. Puis une autre affaire aussi, c'est qu'il faut pas monter trop vite. On a deux vitesses quand on parle de rétraction au niveau de la résine. C'est ton plateau, il descend, il va te mettre à sa place, il va curer ta résine. À partir de ça, il va monter à une certaine vitesse. Puis après ça, il va monter à une vitesse. La raison pourquoi, c'est parce qu'il y a deux étapes là-dedans. C'est la première rétraction qui est lente, plus lente. C'est la rétraction pour décoller du plateau. Du fait, excuse. Fait que ça, on veut pas tirer trop vite pour justement que le fait plie, puis qu'à un moment donné, il se décolle, puis que ça se laisse tomber. Un peu comme si ça faisait une vague, il va tirer,
à un moment donné, les bas de ses côtés, ils vont être plus tendus, donc ils vont décoller, puis ça va décoller progressivement. En réalité, nous autres, c'est one shot, là, qu'on le sent, là, mais ça va comme décoller puis venir se placer. Et après ça, ben, on le fait monter plus haut pour que d'autres résines viennent prendre la place de celle-là qu'on vient d'enlever. Pour qu'après ça, quand ils redescendent, ben, il y a une autre couche de résine en dessous. Ok. Parce que sinon, si on le fait pas monter assez, puis on le laisse pas le temps à la résine de se replacer, surtout si tu fais un gros rectangle sur ton plateau, là, la résine va, ses côtés, ben, le plateau doit monter. Tout ce rectangle-là est vide maintenant de résine. Le reste va descendre, puis retourner jusqu'au milieu, en assez bonne quantité, avant que ça redescende, puis ça recommence à curer. Sinon, tu vas avoir des poches d'air, ça va te trouver, puis ça va pas être concluant. Ok. Fait que cette vitesse-là, faut faire attention à ça. Faut pas tirer trop vite au début, parce que ça va juste arracher. Ça pourrait justement probablement arracher le fait, puis ça pourrait décoller du plateau, des trucs comme ça. Mais si c'est trop lent, ben à un moment donné, c'est du temps de print que tu ajoutes à chaque fois. Parce que, tu s'entends, à 0,05 mm de couche, c'est long. T'as beaucoup de couches. C'est sûr. Fait que si à chaque fois, faut que tu rajoutes un 30 secondes parce que tu veux vraiment l'enlever tranquillement, tu vas en avoir pour 15 années à imprimer ta petite figurine, tu sais. 15 années, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ta résine a le temps de pourrir avant que t'aies fini de printer, là. Genre. Tu sais, j'en ai beaucoup parlé, là, mais c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça dans les grandes lignes pour la résine. Fait que, pour finir, je pourrais vous donner un petit overall un peu de tous les points, mais c'est de calibrer régulièrement l'imprimante. C'est-à-dire, si tu as un doute, calibre ton plateau, refais des niveaux, refais des tests de calibration avec ta température, tes rétractions, ces éléments-là. Faut que tu utilises des matériaux de qualité, fait que ce soit en résine ou en filament. Des fois, ça vaut la peine de payer le petit 5$ de plus le kilo pour avoir quelque chose de fiable. Adapter les paramètres au matériel et à la couleur de matériel aussi. Certains matériaux qui sont plus capricieux, la couleur va changer. Il va changer certains paramètres. Entre le blanc et le noir, ça va pas absorber la chaleur de la même façon, à la même vitesse. Fait que ça, c'est un petit truc particulier. Dans le PLA, souvent, c'est pas un problème, mais si tu vas, mettons, dans l'ABS puis des affaires de même, le nylon, ça pourrait changer assez pour être, ça pourrait assez changer pour être apparent. Ok. Fait qu'adapter les paramètres, vérifier si ton modèle il est correct avant de l'imprimer, que tu le fasses toi-même, que tu l'aies exporté toi-même, que tu l'aies trouvé en ligne, que tu l'aies acheté. Quand tu le mets dans le classeur, vérifie-le. Vérifie que tout est correct. Moi, je le dis tout le temps, prenez jamais des fichiers pré-slicés parce qu'ils n'ont pas les mêmes paramètres que votre imprimante. Ouais, non. Moi, je vois beaucoup ça sur les affaires comme Maker World ou Printables, ils mettent le fichier, le G-code direct. Comme non. Moi, sans qu'à moi, ça devrait même pas être permis parce que la personne, tu sais pas ce qu'elle a fait avec son G-code. Peut-être qu'elle a fait exprès de te le cracher dans ton bed puis de te craper ta machine, tu sais pas. Parce que oui, malheureusement, il y a du monde méchant dans la vie. Il y a ça, mais c'est parce qu'après ça, même si c'est la même machine, le même producteur, la même marque dans le même temps, chaque machine a ses petits paramètres, ses petites finiques différents. Peut-être que lui, il a modifié des trucs dans son Start G-code que toi, que t'as pas, puis que ça pourrait scraper, ou, tu sais. Ouais. Fait que tant qu'à moi, apprends vraiment à slicer tes choses, puis oui, tu peux prendre les conseils de la personne, mais faut que tu connaisses tes machines. Faire attention à bref, tout ça pour dire faire attention à ton fichier, t'assurer qu'il est bien et en bonne qualité, et que t'as pas de problème dedans quand tu le slices. Et finalement, ben, nettoyer et entretenir son écran. Tu as besoin de faire le tour, nettoyer, enlever les cochonneries qui sont dedans, rehuiler, regraisser tes lead screws. Pas les courroies, non, tu veux pas graisser tes courroies. Vraiment les tiges filetées. Ah, c'est ça que tu veux graisser. Fait que les enlever, l'ancienne graisse, la nettoyer, puis en remettre de la nouvelle. Pour être sûr que ça glisse bien, qu'il n'y ait pas d'accumulation ou des trucs comme ça. Bref, nettoyer ton plateau, ta buse, changer la buse. Les buses, c'est principalement du consommable. Bon, faut les changer une fois de temps en temps, ces affaires-là. Tu sais, mine de rien, avec tout ça, ben, les échecs, ça arrive pareil. Faut pas pour vrai se laisser démonter parce qu'on a eu des échecs, des prints qui fonctionnent pas. Dieu sait combien j'ai eu des problèmes avec ma résine, il y a pas si longtemps que ça. Que j'avais de la misère, il y a un côté qui voulait jamais printer, nanana, puis là, gars, la commande que je viens de faire, que j'ai eu comme 4 ou 5 plateaux à faire, j'ai pas eu aucun problème avec aucun des prints. Ça, je suis super content. J'ai enfin vraiment compris comment ma machine a fonctionné. Des trucs comme ça, c'est des petits trucs du genre, je pense que je tournais trop la poignée, qui faisait que les ressorts étaient trop contraints, qui faisait qu'un bout, ça finit par lever. Ah, je vois. J'ai vérifié, là, je la tourne, puis je fais à peine la coter. Je prends mon plateau, je vérifie s'il bouge pas, parfait.
Faut vraiment pas mettre de pression, surtout pour sur le salo que j'ai. Parce que le niveau du plateau se fait par des ressorts. Fait que si tu torques, ben à un moment donné, c'est le ressort, la pine ressort qui remonte. Parce que c'est juste comme une vis qui tient à sa place. Fait que faut pas que tu mettes le moindre pression là-dessus. Bref, ça, par rapport là. Mais ça, fait, profiter des échecs pour en apprendre, profiter des échecs des autres personnes en ligne pour apprendre également. Puis faut avoir du fun là-dedans. Oui, c'est ça. Faut pas juste arriver dans le bureau puis sacrer parce que ça a tenté. Faut savoir faire autre chose aussi. Ouais. Faut aussi arriver et faire yeah, tout est bon! Voilà, c'est ça. Ça, tu l'entends pas parce que je le fais pas ça. Ouais. Ouais, non, j'entends plus l'autre côté de la Ah non, parce que quand ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Fait que, si t'as pas d'autres questions, on pourrait arrêter cela pour aujourd'hui. Non, je n'ai pas d'autres questions. Pour moi, c'est un peu clair. Parfait. Fait que j'espère que c'était clair pour vous aussi. Si jamais vous voulez venir communiquer j'ai tellement dit ça tout croche. Si jamais vous voulez partager vos expériences, vos petits trucs à vous, vos trucs et astuces, les raisons que vous avez eues, ces histoires d'échecs, là, j'aimerais ça le pouvoir en ligne à un moment donné. Qu'est-ce qui est arrivé avec du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger les choses, ça pour vrai, si vous en avez, partagez-nous-les, ça va faire plaisir d'en parler sur le podcast. Ben ouais, c'est ça. Sinon, on se voit la semaine prochaine, toujours comme toujours, lundi 5h. Toujours comme ça. Sinon, on est disponible sur YouTube et Spotify. Yep. Et on se voit la semaine prochaine. Salut! Bye bye!